Salut la gang, Faberglass de MMA Talk et je suis là aujourd'hui pour une vidéo spéciale. C'est quelque chose que je ne fais pas vraiment souvent, mais je sais pas si vous vous en souvenez, lorsque je faisais ma revue du TKO 44, au moment où on parlait de Cyril Gane, le champion des poids lourds de la promotion, et de sa performance dans son combat contre Adam Dajka, je vous avais mentionné que si ça vous intéressait, j'étais prêt à faire une comparaison de Cyril Gane par rapport à tous les membres du top 15 de l'UFC actuel pour savoir qui il bat, qui je crois qu'il ne bat pas, qui donne-t-il les meilleurs match-ups contre, où se classe-t-il en ce moment même, là, après 2 combats professionnels, où Cyril Gane se classerait par rapport à l'élite mondiale dans l'UFC. C'est aujourd'hui que je vous fais ça. Je profite du fait qu'on a un petit temps libre. On n'a pas beaucoup d'actualité au Québec, pas beaucoup d'actualité en général dans le monde du MMA. Il n'y a pas de combat en fin de semaine. On commence tout juste à cesser de parler de l'UFC 229. Fait que je pense que c'est le temps de porter un regard sur d'autres choses. Et Cyril est définitivement quelqu'un qui mérite qu'on porte un regard additionnel sur lui. Écoutez, parce que il y a probablement beaucoup d'entre vous qui le sachent, ceux qui me suivent depuis un peu plus longtemps. Pour les gens plus nouveaux, je dois vous dire, je suis un fasciné, un passionné des espoirs en MMA, des prospects, et puis de leur courbe de développement. Je vous dirais que c'est sûr que les meilleurs prospects qu'on a vus, souvent, vont tromper cette courbe de développement. Là, on pense à Aaron Pico, qui est probablement déjà un des top 50 au monde à 145 livres et qui n'a seulement que 4 ou 5 combats pro en ce moment, dont une défaite, mais bref, il y a des gens qui trompent complètement cette courbe de développement-là. Il y en a quelques-uns à l'UFC aussi, on a un Mickey Gall notamment, des gens comme ça, mais généralement, pour un prospect, ça prend du moment où la carrière pro commence. C'est seulement qu'après 6 ans d'activité qu'on va vraiment voir le combattant atteindre son pic, atteindre son sommet, le sommet de ses habiletés là, où il a un peu plus d'expérience, où il a eu le temps de développer des atouts complets dans tous les aspects du combat, tous les aspects des arts martiaux mixtes. Et écoutez, Cyril Gane, selon moi, en ce moment, après 2 combats professionnels et même pas une année complète d'activité en MMA Pro, est probablement le meilleur prospect au monde et probablement, selon moi, quelqu'un qui peut compétitionner avec l'élite au monde en ce moment même. Et puis, écoutez, il y a des gens qui déjouent un peu la courbe de développement de 6 ans puis qu'en 4 ans sont déjà élite ou en 3 ans sont déjà élite. Mais des gens qui en 1 an sont déjà élites. Le gars est probablement déjà élite. Il l'a fait plus rapidement que Aaron Pico le fait. Puis Aaron Pico est probablement le prospect le plus incroyable en MMA en ce moment. Donc, ça met Cyril Gane définitivement dans cette même catégorie-là. Et c'est pourquoi, en tant que passionné des prospects, je voulais un peu plus m'attarder à son cas, à voir comment, après 2 combats professionnels, est-il capable de rivaliser, selon moi, avec l'élite. Puis c'est ce qu'on va faire. On va comparer chacun des combattants du top 15 de l'UFC. Je l'ai devant moi ici. J'ai sorti aussi mon top 15 personnel parce que les deux sont différents. Écoutez, les classements de l'UFC sont assez bidons selon moi. Donc je vais prendre le classement de l'UFC. Je vais commencer avec ça, mais il va y avoir des noms qui vont manquer et je vais en parler parce qu'ils sont dans mon top 15. Donc on commence immédiatement avec le 15e rang du classement UFC. C'est Justin Willis. Et puis là, je parais pas super bien parce que dès le départ, dès le 15e rang, on trouve un gars qui pourrait apporter de graves problèmes à Cyril Gane. Dans le sens que Justin Willis est gigantesque, est littéralement énorme. C'est un gars de la shape, de la size à Adam Dajka. Et puis c'est aussi un prospect de American Kickboxing Academy, le gym très populaire où Daniel Cormier, Cain Velasquez, Luke Rockhold, Khabib Nurmagomedov et beaucoup d'autres combattants s'entraînent à temps plein. Willis est donc un gars qui, depuis son plus jeune âge, s'est entraîné avec Daniel Cormier, s'est entraîné avec Cain Velasquez, s'est entraîné avec Luke Rockhold et ça fait de lui un excellent lutteur, un gars qui a un très bon game plan, une très belle notion de comment aller gagner des combats de MMA pro. C'est pas un gars qui va en fantaisie du tout, mais est énorme, est excessivement puissant, autant avec ses mains qu'avec tout ce qu'il fait, de la manière qu'il se déplace. C'est un gars qui a un gros momentum quand il va en avant. Et puis je pense que le fait qu'il est très non, on ne parle pas de Zabit Magomed Sharipov. Le fait qu'il est très habile
en lutte, ça pourrait causer des problèmes à Cyril parce que c'est un gars qui, oui, Cyril est beaucoup plus rapide que lui, ça c'est l'avantage que Cyril va avoir sur beaucoup de gens dans l'UFC, c'est sa rapidité, c'est sa mobilité, c'est le fait que le gars a l'air d'être un gars de 250-260 livres, même s'il ne pèse que 240 quelques livres, et bouge comme un gars de 155 livres. Donc c'est absolument incroyable ce qu'il est déjà capable d'accomplir. C'est son background en Muay Thai et en combat debout en général qui le pousse à être solide comme ça. Ça serait dur pour Justin Willis de mettre la main sur Cyril, mais s'il est capable, le fait qu'il est un excellent lutteur, qui va être capable de le pousser dans la cage, de jouer en longueur dans le combat, parce qu'on a seulement vu que Cyril qu'au premier round, puis au deuxième round brièvement, mais bref, on ne le sait pas ce qui va avoir l'air sur un 15 minutes, sur un 25 minutes encore, puis c'est la chose que Justin Willis pourrait tester. C'est un gars qui a de la durabilité, qui est très puissant, qui est un très bon lutteur. Puis je pense que c'est les éléments, c'est-à-dire qui n'ont pas encore été vraiment prouvés dans la game de Cyril Gane. Donc dans ce combat-là, écoute, c'est un 50-50 en termes de si j'avais une prédiction officielle à faire, parce que Willis a une belle game pour réussir à trapper Cyril contre la cage puis à lui donner beaucoup de difficultés. Autant Cyril a une belle game de jouer de reculons, de bouger beaucoup et de ne pas se faire attraper par un gars qui va définitivement être beaucoup plus lent que lui en Justin Willis. Donc, combat serré dès le 15e rang, puis ça sera pas le cas pour la suite parce que le 14e rang, c'est Stephen Struve, puis si j'ai même pas envie d'en parler, écoutez, pensez à ça, 30 secondes dans vos têtes, Cyril Gane contre Stephen Struve. Qu'est-ce que Cyril ferait à Stephen Struve, qui est littéralement une machine à se faire knocker, qui est un bon grappler, un très bon submission grappler, mais qui a pas beaucoup de manière d'amener ça au sol à part pull guard et puis debout. C'est pas un mauvais striker, mais il est pas habile avec le range qui lui a été offert par la vie. C'est un gars qui se bat pas à sa distance optimale. Il serait tellement bon s'il pouvait juste garder quelqu'un au bout de son jab. Il n'est pas capable de faire ça. C'est quelque chose que Cyril fait très bien. Et puis je pense que Cyril lui ferait très mal à notre pauvre ami Stephen Struve. Donc ça, c'est une victoire facile pour Cyril dans ce top 15 UFC là. Tout comme au 13e rang, selon moi. Un peu moins facile, mais on a Andrei Arlovski, un autre gars qui est excessivement vieillissant. Un gars qui s'est beaucoup amélioré techniquement, cependant. A maintenant plus de combinaisons, se sert de sa main gauche, chose qu'il n'a jamais fait au cours de sa carrière. C'était tellement un fighter qui était right hand heavy. Écoutez, c'était le genre de gars à lancer une main droite puis à la ramenant d'essayer de lancer un back fist de la main droite, tellement que tous ses attaques étaient centrées alentour de sa main droite. Donc utilise plus sa main gauche, a moins peur de shooter pour des takedowns, d'essayer d'amener ça au sol, travailler sur le top, et puis il fait bien, il a une bonne lutte, une bonne technique. Son problème contre Cyril, ça serait le désavantage absolument incroyable au niveau qu'il aurait, au niveau de la grandeur et de l'athlétisme en général. Andrei Arlovski a été un bon athlète, est maintenant un peu vieux et s'en sort plus avec ses capacités techniques qu'avec son athlétisme. Cyril est l'athlétisme même, donc le niveau de puissance, le niveau d'agilité, le niveau de vitesse serait incroyable entre les deux. Et même si Arlovski est tough et a de quoi donner une bonne opposition à n'importe qui car il est très bon techniquement, quand Cyril va toucher avec le coup qui va le tuer, ben il va le tuer parce qu'Andrei Arlovski a subi beaucoup de chaos dans sa carrière et même s'il réussit à travailler alentour du fait qu'il n'a pas vraiment un bon menton, il n'a pas vraiment un bon menton. 12e rang, je vais boire une petite gorgée de thé. 12e rang, c'est Shamil Abdurakhimov. Puis ça, c'est un bon combattant, je vous dirais, mais c'est un gars qui va travailler à une cadence un peu plus lente que Cyril aime travailler. Et puis c'est exactement le genre de gars qui ne sera pas aussi bon que Cyril debout, qui a du power, étonnamment, à gagner ses derniers combats par KO, mais pourtant est plus un gars qui aime travailler en volume, un gars qui aime laisser le KO venir à lui, plus qu'à essayer de le chercher à chaque fois qu'il lance des coups. Mais Cyril va être beaucoup plus rapide que lui, un autre gars qui va être beaucoup plus athlétique que lui aussi,
Et puis, je pense que ça serait une victoire assez facile, beaucoup plus rapide. Puis, il va apporter une bien meilleure cadence au combat. Ça, ce qui est une chose que Cyril a comme avantage sur beaucoup de ces gens-là, beaucoup d'heavyweight, de combat heavyweight. Si vous pensez, on va parler de ces deux gars-là, mais si vous pensez au combat de Volkov contre Lewis, ça a été un bon combat poids lourd, mais la cadence était lente. Les gars étaient quand même dans un slow-paced fight, qui est souvent le pace des combats heavyweight. Cyril arrive là, puis se bat comme une tornade complète. Donc, le pace de Cyril l'aiderait beaucoup contre Abdurakhimov. 11e rang, ça serait un combat très intéressant. Ça, probablement un combat que si Cyril réussit à avoir un petit peu de name value dans les UFC, ça pourrait facilement être un main event d'un Fight Night et un combat que beaucoup de gens voudraient regarder, soit en Europe ou en Australie. C'est Tai Tuivasa. Tai Tuivasa contre Cyril Gane. Et encore une fois... probablement au niveau de la vitesse que ça se jouerait ici et au niveau du processus décisionnel. Parce que Tai Tuivasa est un bon combattant avec de très bons atouts, très puissant, comme son mentor Mark Hunt est un gars qui est peut-être plus actif que Mark Hunt. C'est pas le même niveau de striking cependant, ce qui donnerait un avantage à Cyril évidemment, mais... le fait qu'il est puissant, puis il a la tête dure, puis il a pas peur d'aller de l'avant, puis de se retrouver dans un brawl, de se retrouver dans une guerre, puis je sais pas s'il pourrait sortir Cyril de sa game un peu en allant vraiment beaucoup de l'avant et en étant obstiné, même s'il se fait frapper fort, à vouloir entraîner ça dans une bagarre de rue plus que dans un combat d'arts martiaux. Et ça serait probablement la seule voie à la victoire de Tai Tuivasa, mais Tai Tuivasa prend pas de bonnes décisions dans ses combats. Encore, c'est son inexpérience probablement, mais on l'a déjà vu pull guard, on l'a déjà vu faire des affaires un petit peu bizarres dans des combats, puis je pense que c'est le genre d'erreur qu'il ne peut absolument pas pardonner contre Cyril Gane. Donc une autre victoire pour Cyril ici, d'après moi. On a maintenant 5 combattants, puis il y en a juste un que je dis que ça serait très serré, que je ne sais pas si je lui donnerais le combat. Les 4 autres, il est bon. Numéro 10, c'est Mark Hunt. Et puis, ben, je pense que de plus en plus, un combat contre Mark Hunt devient une formalité contre Cyril qui a à peu près tous les avantages du monde sur Mark. Il doit avoir 1 km de portée sur lui, d'avantage de portée sur lui. Il est excessivement rapide, est excessivement puissant. Puis c'est triste à voir, mais on a vu Mark Hunt se faire sonner par Alexei Oleinik dans son dernier combat. Et puis, ça, c'est pas bon signe. Quand tu vois Oleinik qui n'est pas bon techniquement, qui pack un punch parce que c'est un gros bonhomme, mais qui n'est pas bon techniquement, puis il est capable de sonner un Mark Hunt debout avant de le soumettre. J'aimerais pas voir ça contre Cyril Gane. Écoutez, j'aimerais vraiment pas voir ça contre Cyril Gane. D'ailleurs, s'il y a un combat dans ce top 15 que j'espère ne jamais voir, c'est Mark Hunt contre Cyril Gane. J'aime beaucoup trop Mark Hunt pour le voir se faire tuer par Cyril. Numéro 9. Marcin Tybura, on commence à rentrer dans des combattants heavyweight d'un peu meilleure qualité ici. Là. Marcin Tybura est un bon combattant complet, bon striking, rien de flashy, bonne takedown game, rien de flashy, bon top control, rien de flashy. Il y a une submission game aussi quand même, je vous dirais, c'est un combattant qui est pas mal plus complet, qui ne le laisse présager. Et puis, parce qu'il fait rien de wow, il est juste là puis il accomplit un très beau combat technique qui va soit lui donner une victoire par décision ou une victoire souvent par ground and pound. Il est bon pour faire ça, gagner ses combats au sol lorsqu'il réussit à récolter un finish, mais c'est jamais la performance de la soirée, c'est jamais le combat que tu te rappelles à la fin de la soirée. Mais néanmoins, peut-être pas un aussi bon test que Justin Willis, étrangement. Justin Willis, on doit le dire, est au 15e rang parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de gros names sur sa fiche, mais est définitivement un gars qui va être on the rise dans cette division-là, puis qui va, selon moi, être un combattant top 5 dans la prochaine année ou proche de la prochaine année à la prochaine année et demie. Pour en revenir à Marcin Tybura, c'est encore, je pense, l'explosivité, l'explosivisme, l'explosion. Cyril est beaucoup plus explosif que lui, puis a une cadence beaucoup plus élevée que lui. Je pense que on a vu justement Marcin Tybura se faire overwhelm par des combattants plus agressifs. On l'a vu se faire sonner, avoir des bonnes performances, puis se faire sonner par Black Bay, c'est juste perdre. Donc je pense que le fait que Cyril est un finisher, oui, mais le fait qu'il va arriver avec une cadence qui est trop élevée pour le heavyweight normal, et je pense que Marcin Tybura est le gars qui reflète le mieux son 9e rang. C'est le heavyweight normal, c'est la moyenne. Tu veux un bon heavyweight que tu peux considérer élite, mais qui sera jamais le meilleur au monde, tu penses à Marcin Tybura. Donc,
Je favoriserais Cyril encore une fois. 8e rang, c'est Alexei Oleinik. Alexei Oleinik, l'analyse, c'est ça. C'est soit que tu vas le battre ou il va te soumettre avec un étranglement étrange. Je ferais confiance à Cyril puis au fait que Oleinik est tricky par exemple parce qu'il y a une longue reach, il a pas l'air de ça mais il a une très bonne portée et puis c'est un gars qui par le fait qu'il n'est pas bon techniquement debout des fois arrive à des angles d'attaque qui sont bizarres et peut surprendre des gens. Cependant Cyril est un striker absolument exceptionnel puis j'aurais de la misère à le voir laisser Oleinik s'accrocher à lui. Je pense qu'il garde au bout de son jab le tabac solide avec des genoux au corps, des body kicks et plein de choses de la sorte et le finit parce qu'Oleinik n'est pas le combattant le plus durable et tough, mais si tu es capable de toucher son menton solidement, il va tomber comme pas mal tous les autres. Donc, je favoriserai encore Cyril ici, mais là, on commence à passer aux choses sérieuses. À partir du numéro 7, là, on commence à rentrer dans des combattants de renom, des gars qu'on connaît depuis de nombreuses années. Et le numéro 7 est Junior Dos Santos. Ça pourrait être un bon combat. Ça va nécessairement être un combat qui va probablement pas se finir au premier round. Cyril aurait tout avantage à travailler Junior Dos Santos avec son striking et ne pas, tu sais, peut-être un peu ralentir la cadence, justement. S'il y a un combat heavyweight selon moi que tu veux peut-être ralentir la cadence, en fait, il y en a 3 là, dans la division, et Junior Dos Santos, c'est un de ceux-là. Parce qu'il est un combattant polo qui est capable de se battre à une bonne cadence. Donc, si tu imposes une cadence folle dès le premier round, il va être capable de te suivre. Puis c'est peut-être lui qui va finir avec le plus de cardio au final. Parce que oui, il a perdu un peu de durabilité à la longue. C'est souvent ça qui arrive avec les combattants polo quand ils commencent à manger de plus en plus de dommages, de plus en plus de coups. Ils leur reçoivent un KO, un deuxième KO, un troisième KO. Puis là, soudainement, c'est plus difficile. C'est sûr, les gros coups ont tendance à faire plus mal. Et c'est ça qui commence à arriver avec Junior Dos Santos, qui reste un gars absolument élite, mais qui a peut-être perdu un petit step. Et c'est ce petit step-là qui a perdu, qui fait que je pense que j'aurais à favoriser Cyril ici, encore une fois, parce que Dos Santos va principalement vouloir disputer un combat debout, ce qui est absolument dans l'élément à Cyril. Si Cyril est capable de disputer un combat stratégique, sachant que ça va potentiellement aller 5 rounds contre un ancien champion du monde, je pense qu'il est capable d'en faire le plus dans ces 5 rounds-là. Il se retrouve contre un très bon boxeur, mais Cyril va avoir l'avantage d'être très bon en pied-point. Et Junior Dos Santos ici aussi, détrompez-vous, il y a des spinning kick knockout et tout, mais Cyril est vraiment très habile avec ses pieds, probablement autant qu'avec ses mains, sinon plus. Et je pense qu'il serait capable de justement utiliser ses pieds pour faire la différence dans ce combat-là, avec les genoux au corps, avec les kicks et avec plein de choses qui pourraient faire que si on a un match de boxe qui est serré, on voit que c'est Cyril qui gagne parce qu'il utilise beaucoup plus ses pieds avec succès. Donc, favorise Cyril encore une fois. C'est assez fou, hein, quand on y pense, on tombe au numéro 6, c'est Alistair Overeem. Et un peu dans le même sens que Junior Dos Santos, ça va être un combat qui va être difficile debout parce qu'on affronte un très bon striker, un gars qui a appris, qui avait été strictement un bully, là, un intimidateur qui fonçait, qui essayait d'intimider sa proie, puis un coup que sa proie était un peu, sentait son mur collé au dos, puis attaquait avec désespération. C'est là qu'Alistair sautait et finissait le combat souvent. Maintenant, un style un peu plus technique où il veut plus garder sa distance et pas de shot, essayer de gagner un combat debout qui, il ne force plus le finish, je vais le laisser venir à lui, va être plus stratégique dans son approche, va essayer de plus de tirer le combat, sachant qu'il est un bon striker technique et peut probablement gagner au point. Et il a fait la majorité de ça parce qu'il n'a pas un bon menton, c'est connu, il a mangé plus d'une dizaine de KO dans sa carrière. Et puis, c'est pourquoi je favorise Cyril probablement plus contre Alistair Overeem que contre Junior Dos Santos. Parce que les deux, même si je devrais dire qu'Alistair est peut-être un petit peu meilleur techniquement debout que Junior Dos Santos, parce qu'il y a plus une approche pied-point comme Cyril. Ça va être un combat serré jusqu'au moment où la grosse bombe à Cyril va toucher. Puis tu le sais que quand la grosse bombe à Cyril touche, le monde tombe. Et tu le sais que quand Alistair Overeem se fait toucher par une grosse bombe, il se fait fermer les lumières de façon spectaculaire absolument à toutes les fois. Donc pas le choix d'y aller avec Cyril ici. Numéro 5, Volkov. Alexander Volkov. C'est un très bon boxeur. Je le sais
pas qu'est-ce que ça donnerait comme combat. C'est probablement un peu comme Justin Willis, un combat que j'irais 50-50. Je suis pas prêt à dire que Volkov battrait Cyril. Parce qu'il a montré qu'il pouvait se faire frapper très fort, puis ça pouvait l'incommoder dans un combat. Ben, comme tous les combattants poids lourds, mais ce que Derrick Lewis lui a fait va être de l'espoir pour tous les combattants qui vont l'affronter après lui. Parce que même si Volkov est en train de stall sur toi, s'il est pas capable de te finir, ben il y a des chances que quand tu le touches, tu lui fasserais mal, puis toi, tu vas peut-être être capable de le finir. Et puis c'est ça que je crois qu'il y a des chances d'arriver contre Cyril Gane, qui est très jeune, qui a pas mangé beaucoup de dommages, même s'il y a beaucoup d'expérience. C'est pas un gars qui a pris du dommage dans sa carrière. Son menton est encore au max. Et puis, je pense que Volkov pourrait toucher Cyril beaucoup dans ce combat-là, mais je ne sais pas si Volkov ferait vraiment mal à Cyril dans ce combat-là, alors que Volkov est vraiment plus un gars de volume qu'un gars de knockout power. Et puis, ça donnerait un combat serré parce que Cyril est capable d'y aller en volume aussi. Mais je pense qu'au final, quand t'as deux gars qui sont capables de tous deux travailler en volume, j'ai pas le choix d'y aller avec celui qui est le plus puissant. Surtout quand j'ai vu le moins puissant des deux se faire finir à quelques reprises. Donc, t'as un 50-50, mais un 50-50 qui penche un peu pour Cyril. Numéro 4, Francis Ngannou, je pense qu'il vient de redéménager son camp à Paris. C'est donc un coéquipier de Cyril, ils se sont entraînés auparavant ensemble. Donc je vais pas y aller d'un match-up entre les deux. Je ferai pas comme si c'est les coéquipiers allaient se battre. Mais entre vous et moi, j'ai une bonne idée de comment les sparring se passent dans le gym entre ces deux combattants-là. Numéro 3, Curtis Blaze. Et puis là, c'est à ce moment-là que je dois penser que Cyril va probablement perdre. Parce que Curtis Blaze est un lutteur absolument incroyable. Un gars qui a un menton inouï. Un gars qui a dû se faire arrêter par l'arbitre. Je le mentionne à toutes les fois que je parle de lui, mais ça démontre tellement bien le genre de combattant il est au niveau de sa toughness, de son endurance, de sa durabilité. Il s'est fait foutre la rince par Francis Ngannou. Là, littéralement debout, s'est fait foutre la rince. Et puis, avait l'œil complètement fermé. L'arbitre, entre le docteur, c'est-à-dire entre les rounds, lui bloquait l'œil qui n'était pas endommagé, tentait de lui montrer le nombre de doigts. Et puis Curtis Blades ne voyait rien, son œil était complètement fermé, puis il essayait de venir toucher avec sa main au doigt du docteur pour savoir il y avait combien de doigts, pour pouvoir dire « Ah, deux doigts », puis continuer à se battre. Évidemment, le docteur, quand il a vu ça, il a arrêté le combat, mais c'est la preuve que Curtis Blades est absolument trop tough pour son propre bien. Donc, c'est à la fois un gars qui serait capable de manger, d'après moi, le dommage que Cyril lui donnerait, qui serait sûrement significatif, veut pas, mais il est tellement un bon lutteur que je pense qu'il y aurait des chances. Moi, je pense que Curtis Blades est le gars dans la division que si tu ne veux pas... Tu ne veux pas t'accrocher à lui, là. Tu ne veux pas t'accrocher à lui, absolument pas, parce que le gars, s'il te touche, il peut te take down, puis s'il te take down, il va te contrôler au sol, a du ground and pound absolument monstrueux, demander à Alistair Overeem. Et puis je pense que c'est exactement le genre de gars qui contre un Cyril Gane. Aussi, Blades est jeune et très athlétique, immensément explosif, a un build et un athlétisme qui rappelle celui de Brock Lesnar, littéralement. Donc je pense que c'est le gars qui aurait pas peur justement d'y aller avec une cadence de fou furieux au premier round pour essayer de matcher Cyril, puis tout faire pour mettre la main sur lui, le contrôler au sol, puis vraiment lui faire mal là, et faire descendre sa gas tank beaucoup. De là à avoir le deuxième et le troisième round plus facile. Donc pas le choix d'y aller avec Curtis Blades dans ce combat-là. Numéro 2, his balls was hot, man. What do you want? His balls, they were hot. Derrick Lewis de Black Beast, l'idole d'un peuple. Et puis, ben, tu sais, entre vous et moi, on n'a pas le choix de favoriser Cyril contre Black Beast. On n'a pas le choix de favoriser presque tout le monde contre Black Beast. Black Beast est le Brian Ortega des KO est le gars que tu peux péter pendant tout un combat. Puis il va probablement réussir à te passer un KO un moment donné avant la fin. S'il réussit pas, cependant, tu vas le battre. Et puis, écoute, je vois pas comment Cyril ne bat pas Derrick Lewis. Ça serait dangereux pendant tout le long du combat. Parce que si Derrick Lewis te touche avec un punch, il peut te tuer. Mais Cyril est tellement supérieur à lui dans tous les aspects du jeu que je ne peux pas ne pas favoriser Cyril contre Derrick Lewis. Même si c'est lui qui va se battre pour le titre de l'UFC dans pas long. Numéro 1,
Autre combat que je dois y aller en défaveur de Cyril, c'est Stipe Miocic. Je pense qu'on le sait pourquoi. Lui et Daniel Cormier aussi. Là d'ailleurs, je peux quasiment faire un 2 en 1 avec le champion Daniel Cormier. Parce que c'est deux combattants à style similaire, des wrestle boxers qu'on appelle, des gars qui ont une excellente lutte et une excellente boxe, qui vont de l'avant, qui sont excessivement durables. Stipe, quand on l'a vu perdre, c'était par cause, cependant. Ça, on doit le dire. Contre Junior Dos Santos, il a fait une grosse guerre, ça a duré 5 rounds, mais ses deux autres défaites sont venues par voie de KO. C'est un gars qui a mangé beaucoup de dommages, qui est revenu fort. Cependant, si tu le pognes à bonne place, au bon moment, tu vas probablement fermer ses lumières et tu as des chances de le battre. C'est pourquoi je donne un peu plus de chance à Cyril contre Stipe que contre DC, qui a littéralement prouvé ne pas être finissable, même quand il a mangé un head kick et 45 secondes de ground and pound violent contre John Jones. Il avait encore ses esprits, il était juste comme un peu mis échec et mat par le ground and pound, mais écoute, Daniel Cormier est probablement un des meilleurs mentors qu'on a vu dans l'histoire du MMA, donc oubliez ça contre Daniel Cormier, même si Cyril est jeune et explosif et solide. Je pense que DC va manger ses claques, puis quand il va mettre la main dessus, va l'amener pour une ride, va le take down. Il n'y a aucun lutteur qui s'approche à ce que DC peut amener dans cette division-là, même pas Miocic. Donc, pas le choix de favoriser DC, ça serait probablement celui que je favoriserais. C'est de façon assez claire, là, un combat assez facile. Même contre Curtis Blades, même contre Stipe, je dirais, écoutez, Cyril, on sait jamais, c'est réussi à rester mobile puis à épuiser le lutteur, à jouer au toréador contre le taureau qui fonce vers lui pour le takedown. Tu sais, ça peut changer, puis c'est des combats heavyweight, tout peut arriver, une bonne main droite, une bonne main gauche, un head kick, Cyril a un arsenal absolument épouvantable de coups debout, puis t'sais, il est capable de toutes les passer. Là. On l'a vu contre Adadajka, il est capable de toutes les passer dans un combat d'MMA contre un adversaire de très haut calibre. Donc, on sait jamais ce qui peut arriver. Je lui donnerais quand même une petite chance contre un Blades, contre un Miocic, mais pas contre DC. DC est le suprême, le GOAT, le meilleur top 4 pound for pound fighter dans le sport en ce moment. Donc, je pense qu'il le battrait pas, je pense qu'il bat pas Stipe Miocic, je pense qu'il bat pas Curtis Blades, mais c'est littéralement tout dans le top 15 de l'UFC. Voyons voir maintenant sur mon top 15 à moi, parce qu'il y a des noms qui n'étaient pas là, notamment Fabricio Werdum, qui est suspendu 2 ans par USADA, mais si on compte le temps que ça va prendre à Cyril pour se rendre là, quand va arriver là, Werdum va probablement être de retour. Va cependant être très vieux, puis Werdum est bon debout et fonctionnel, puis ça l'amène à vouloir se battre debout. Cependant, dans des combats qu'il savait qu'il y avait que le test était vraiment trop gros debout pour pas qu'il décide de juste grapple contre un gars qui allait pouvoir se soumettre facilement. On l'a vu aller pour le takedown puis aller pour la soumission facile. Je le sais pas, cependant, c'est un très bon lutteur, Werdum, oui, mais le fait qu'il est plus vieux et un peu moins explosif, je le sais pas si il va être meilleur lutteur que Cyril va être explosif et fort et va avoir de la facilité à le défaire de sur lui quand Werdum va essayer le takedown. C'est là que ça va se jouer. Si ça reste debout, Cyril l'explose, ça va au sol. Il y a absolument aucun jiu-jitsu brésilien comme Fabricio Werdum dans l'UFC. Donc c'est définitivement un combat que je mettrais 50-50, mais je dois favoriser Cyril parce que le combat commence debout et parce que Werdum va avoir à travailler assez fort selon moi pour réussir à amener Cyril au sol. Ensuite, on a Cain Velasquez. Cain Velasquez qui est un peu comme dans le Heat. Il est blessé, on ne sait pas s'il va revenir, on ne sait pas si on va le revoir un jour. Mais bref, si on peut revoir Cain Velasquez comme le Cain Velasquez des beaux jours, ça va être un autre gars que j'aurais pas le choix de penser qu'il va probablement battre Cyril Gane. Mais encore là, dans tous les gars que je favorise contre Cyril, c'est celui que je favoriserais le moins. Parce que ça fait définitivement longtemps qu'on l'a pas vu, puis on ne sait définitivement pas de quoi Cain Velasquez va avoir l'air en 2018 ou en 2019. Donc, c'est le gros X-Factor de qu'est-ce qu'il va avoir l'air, on le sait pas, ça fait trop longtemps qu'on l'a pas vu, et après toutes ces blessures-là. Mais si c'est moindrement le Cain Velasquez des beaux jours, je n'ai pas le choix que de le favoriser contre Cyril. Ensuite, j'ai toujours Big Ben Rothwell dans mon classement. C'est un autre gars qui est suspendu par USADA. Sa suspension doit achever. J'ai Cyril all the way contre lui. Il est dangereux avec son 10-finger guillotine. Mais on a vu Cyril le passer à Bobby aussi. Donc,
je pense qu'on devrait être good. Sinon, dans le top 15 mondial, c'est sûr qu'on a un Shake Congo qui est là. C'est un Français, je ne sais pas s'il se battrait contre Cyril, je ne sais pas s'il passe pas la même équipe vraiment. Donc, tu sais, je sais pas ce qui arriverait vraiment avec ça. Peut-être qu'il accepterait le combat, peut-être que parfait, qu'il n'y a pas beaucoup de Français dans la game, il accepterait pas le combat. Mais bref, s'il avait à se battre un contre l'autre, je pense que c'est clair que Cyril aura un avantage. C'est sûr que quand Congo met la main sur toi et te colle dans la cage, il est très difficile à enlever de là. C'est un vétéran qui est crafty et qui sait comment faire les choses qu'il veut faire. Mais je pense que Cyril est capable de punir des gens dans le clinch, même s'il a le dos contre la cage. Et je pense qu'il y aurait cette victoire-là. Finalement, il y a un Vitaly Minakov qui est là. Je pense qu'il a re-signé avec Bellator. C'est un top climber, un très bon boxeur. Il y a de la bonne lutte aussi. Ça sera un combat serré, mais je pense que Minakov n'est pas âgé. Mais n'a pas la shape de Cyril Gane, n'a pas l'athlétisme et l'explosion qu'un Cyril peut apporter dans la cage. Et puis je pense que c'est vraiment côté explosion, côté cadence, que je me devrais de favoriser Philippe. Qu'est-ce que je suis en train de dire là? Cyril contre Vitaly Minakov. Donc c'était ça, ça a pris une demi-heure. J'ai parlé pendant un bout, mais c'était mon tour d'horizon de tous les combattants qu'on peut considérer comme étant top 15, top 20 mondial dans l'UFC et au monde. Dans la catégorie des poids lourds, je viens de les comparer à Cyril Gane et puis il n'y en a pas beaucoup qui le battent selon moi. Cyril est à 2 combats professionnels et le prospect à regarder au monde là, en ce moment, surtout chez les poids lourds, mais je pense pas mal toutes divisions de poids confondues, un des prospects les plus en vogue. On va continuer à suivre sa carrière avec attention. On a la chance de l'avoir chez TKO, on a la chance de le voir se battre au Québec devant nous. C'est un homme qui est assez intéressant en plus, hors de la cage, super respectueux, super facile d'approche, vraiment quelqu'un qui vit bien avec son surnom de bon gamin, puis on a très hâte de le voir au Centre Vidéotron à Québec en février, où il va sûrement encore avoir la chance de faire des choses absolument exceptionnelles. Donc, Cyril Gane versus the UFC, c'était ça. Laissez-moi un like sur la vidéo si vous avez apprécié. Laissez-moi un commentaire pour me faire part de ce que vous pensez de toutes les affaires que je viens de dire. Contre qui Cyril compétitionne, contre qui compétitionne moins. Est-ce que Cyril, demain matin, peut être un top 5 mondial dans l'UFC? On jase de ça ensemble dans les commentaires. Si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous à Québec MMA pour plus de contenu. Si vous êtes sur Facebook, partagez avec tous vos amis et abonnez-vous à MMA Talk parce que c'est là que ça se passe. Et puis on se voit une prochaine fois.